Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades de la première heure. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Bonsoir Sébastien Ligné. Bonsoir. Bonsoir Catherine Ney. Bonsoir. Et bonsoir à vous Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes de retour du Donbass sur le front ukrainien où vous avez assisté au combat. Et au combat, on va en parler bien sûr également avec les drones. Ça c'est nouveau pour les Ukrainiens. Une première question, quel est votre ressenti quand vous avez passé plusieurs jours avec ces combattants qui sont au front, qui voudraient que la guerre se termine, mais qui ont bien en tête que la guerre ne peut pas se terminer n'importe comment? D'abord, en effet, ils veulent que la guerre se termine, ça c'est incontestable. Et lorsque le président Zelensky dit que nul au monde ne souhaite plus la paix que les Ukrainiens, c'est vrai. Ils ont payé cette guerre si cher, la vie est si terrible, ces villes bombardées, il n'y a pas une ville. Moi, vous savez, ça fait 3 ans que je me rends en Ukraine vraiment régulièrement. Je suis frappé à chacune de mes visites par l'augmentation du nombre des mutilés dans les rues, dans les villages, etc. Donc ça, c'est une chose, mais à côté de ça, en effet, pas la paix à n'importe quel prix. Pas la paix couchée, pas la paix en acceptant la loi de Moscou, vous voyez. Donc moi je suis frappé comme chaque fois par la bravoure de ces femmes et de ces hommes, par leur extraordinaire courage. Franchement, ces gens qu'on prenait pour un peuple mineur, un peuple de corrompus. On disait ça il y a 10 ou 15 ans, ils ont fait la preuve d'une endurance, d'une force d'âme et d'un courage extraordinaire qui, moi en tout cas, force mon respect. Vous avez rencontré des combattants, des combattantes, une combattante de 22 ans, commandante dans l'unité de drones. Oui. C'est nouveau, je le disais, c'est un nouveau combat pour les Ukrainiens et malgré le retrait du renseignement américain tout récent, on continue le combat. Oui, alors le retrait du renseignement américain, c'est le vrai problème, parce que l'arrêt des livraisons d'armes, les Ukrainiens peuvent s'y faire, en tout cas pendant quelques mois, parce qu'ils en produisent. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de chiffre officiel, parce que c'est un peu du secret défense, mais entre le tiers et la moitié des armes utilisées sont produites en Ukraine. Mais le renseignement, c'est terrible. Ce qu'a annoncé le président Trump, là, aujourd'hui, ça veut dire en gros, si la CIA est informée, ou les services est informé d'une frappe imminente sur Kramatorsk ou Dnipropetrovsk, ils ne préviennent pas les Ukrainiens. Donc alors qu'il le faisait auparavant. Ah, bien sûr. Auparavant, c'était quasiment en temps réel. En temps réel. Absolument. En temps réel, et les Ukrainiens avaient, moi j'ai vécu ça 100 fois, quelques minutes pour aller dans les abris et pour épargner leurs civils et pour en tout cas mettre à l'abri leurs enfants. Donc ça change beaucoup de choses. Ça change tout. Un allié qui vous dit à partir de maintenant, on saura, parce que les satellites sont toujours là, les informations sont toujours disponibles, mais on vous le dira pas. Pardon, mais ça s'apparente à de la non-assistance à villes en danger. Voilà, donc ça c'est assez. Ce serait, si c'était vraiment mis en œuvre, ce serait assez. Parce que pour l'instant, c'est encore flottant, pour l'instant, comme les droits de douane qui aujourd'hui on a appris finalement que pour le Mexique et le Canada, c'était pas tout de suite. Voilà. Le Starlink d'Elon Musk, c'est aussi incertain. Donc ça, c'est les systèmes de communication. Oui, qui ont été l'un des nerfs de la guerre. Ouais. Moi là, J'étais autour de Pokrovsk dans le Donbass. Les unités combattantes communiquent grâce à Starlink. Sébastien Ligné. Mais ça continuait là. Ça continue. Ça c'est Catherine Ney. Oui. Bien sûr que ça continuait. Et d'ailleurs, c'est même ce qui m'a frappé. Moi, j'avais tendance à penser, puisque j'ai assisté en direct avec des soldats ukrainiens, à la fameuse humiliation de Zelensky par Trump. Oui. On va en parler. Et je me suis dit, Poutine a un succès diplomatique, il va peut-être mettre une pause au combat. Or, c'est l'inverse. Je crois qu'il n'y a pas eu depuis plusieurs semaines autant de drones et d'obus lancé sur Pokrovsk que là pendant ces derniers jours que lorsque j'y étais. Justement, c'est un petit peu la question centrale, c'est connaître et comprendre la capacité de résilience des Ukrainiens. Quand vous entendez Donald Trump qui nous explique que l'Ukraine ne peut pas tenir sans l'aide américaine, quand les renseignements britanniques s'inquiètent de la capacité à tenir des Ukrainiens, vous qui avez été sur le terrain, est-ce que vous pensez que les Ukrainiens, sans l'aide américaine, peuvent encore tenir 5, 6 mois, 1 an, si ce n'est plus ?
1 an, sûrement pas. Quelques mois, je suppose que avec les stocks d'armes et de munitions qu'ils ont déjà, et avec ce qu'ils fabriquent, il me semble que quelques mois, ils peuvent tenir. Durablement, non. Ou alors il faudrait un effort de guerre colossal de la part de leurs autres alliés, c'est-à-dire de la part des Européens et des Canadiens. Est-ce que nous sommes prêts à le fournir? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, c'est bien simple. Il y a en gros, je crois, 1/3 des armements qui viennent des États-Unis, 1/3 qui viennent de l'Europe et 1/3 qui sont fabriqués par l'Ukraine. Mais il y a une chose, on en parlait avec Pierre de Villeneuve un instant, qui est fourni par les Américains, c'est le système d'intelligence qui contrôle à peu près le ciel. Ça, c'est les Américains. Bernard-Henri Lévy est notre invité jusqu'à 20h. Restez bien avec nous sur Europe 1. Il nous parle de l'Ukraine puisqu'il en revient tout juste. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1, le journal permanent. 19h30, bonsoir Maître Sazi. Bonsoir Pierre, bonsoir Maël à tous. Hassani, pardonnez-moi. Aucun problème. Des échanges entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky à Bruxelles en marge d'un sommet européen extraordinaire. Le président ukrainien estime qu'il existe, je cite, une vision commune claire pour obtenir une paix durable avec la Russie grâce à la coopération des États-Unis. Après plusieurs jours de tension entre Kiev et Washington, l'envoyé spécial de Donald Trump se dit satisfait des récentes excuses de Volodymyr Zelensky et annonce une rencontre avec des responsables ukrainiens en Arabie Saoudite. Le rétropédalage de Donald Trump, les droits de douane imposés depuis mardi aux produits mexicains entrant aux États-Unis sont suspendus au moins jusqu'au 2 avril. Décision prise après une conversation entre le président américain et son homologue mexicaine. La plupart des marchandises canadiennes devraient également bénéficier d'un sursis. Les suites de l'affaire Doualem, l'influenceur algérien condamné aujourd'hui à 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Ce père de famille avait appelé à commettre des violences contre un opposant au régime algérien sur le réseau social TikTok. Après plusieurs reports ces derniers mois, la fusée européenne Ariane 6 a réussi son décollage depuis la base spatiale de Kourou en Guyane pour son premier vol commercial. À son bord, un satellite militaire français correctement placé en orbite autour de la Terre ce soir. Et puis du football, en ce moment, 8e de finale aller de Ligue Europa. L'Olympique lyonnais se déplace sur la pelouse du Steaua Bucarest. Nous sommes presque à la mi-temps, 1-0 pour l'OL. Merci Maël Hassani. Europe 1 soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Catherine Ney, Jean-Claude Dacier, Sébastien Ligné et Bernard-Henri Lévy qui nous fait l'amabilité de rester jusqu'à 20h pour nous parler de son, non pas de son voyage en Ukraine, c'est même pas un voyage, c'est un constat, c'est un reportage. Et d'ailleurs, il est dans Paris Match de cette semaine avec Catherine Ney. Vous aviez une question à Bernard-Henri Lévy sur l'efficacité des drones, notamment. Oui, parce que tout le monde, là, on sent quand même l'empressement des Russes à arrêter la guerre aussi, de leur côté. Donc, parce qu'ils ont eu un problème de recrutement. Et est-ce que les drones ukrainiens ont causé beaucoup de dommages aux Russes ? Oui, parce que les Ukrainiens, dans ce domaine-là, sont des champions, sont des as. Et ça, c'est vrai qu'il y a un saut qualitatif, là, depuis quelques mois, la guerre a changé de figure, de visage. C'est de moins en moins une guerre de tranchées, de plus une guerre de drones. Mais les Ukrainiens se préparent à ça depuis des années. Moi, ça fait 3 ans que je suis de près ce conflit. Et je vois bien comment des jeunes garçons ou des jeunes femmes un peu géniaux dans la high-tech, etc., fabriquent des modèles de drones tout à fait exceptionnels depuis le début de la guerre. Et là, ça entre en application. Et là, à Pokrovsk, dans la zone de Pokrovsk où je me trouvais, il y a une photo en effet dans Match de la salle, une sorte de bunker enterré où se trouve une armée de... C'est impressionnant cette photo. Oui, C'est un poste de contrôle. Hein. Un poste de contrôle. Alors il y a quelque chose. Pour ceux qui nous regardent sur quelque chose d'horrible aussi, c'est-à-dire que cette manière de tuer sur ordonnance, c'est-à-dire de tuer un homme quel qu'il soit d'un clic de souris sur un ordinateur, il y a quelque chose d'effrayant qui donne le vertige. Franchement, Et d'ailleurs, c'est pas un jeu vidéo, voilà. Ça. Et ce qui m'a frappé d'ailleurs, c'est que ces jeunes garçons et ces jeunes filles, puisque la commandante de cette unité de drone est une jeune femme qui s'appelle Oksana, qui est un des personnages de mon reportage et dont d'ailleurs je précise pour vos auditeurs et pour vous que j'ai appris avant-hier, je l'ai vu il y a 5 jours, et avant-hier elle a été à l'endroit même où elle m'a reçu assez grièvement blessée, Oksana. Donc ces jeunes gens 22 ans. 22 ans, poétesse, dans le civil, avant de s'engager, elle était poète.
son fiancé qu'elle devait épouser, qui vient d'être tué au combat, était poète aussi. Enfin, c'est une histoire bouleversante que je raconte dans le journal. Mais ce que je veux vous dire, c'est que tous ces jeunes gens, derrière leurs écrans, ils ont des états d'âme. Ils savent que cette guerre qu'ils font est horrible. Ils savent que cette guerre est, comme toutes les guerres, il y a quelque chose de profondément immoral. Mais en même temps, ils se battent parce qu'ils défendent leur peau, ils défendent leur famille, ils défendent leur terre et ils défendent des valeurs. Hein. C'est ça qui est bouleversant. C'est pas des chiens de guerre, c'est des intellectuels. Je vous dis, cette jeune femme, hein, c'est une écrivaine, c'est une jeune femme douce. Enfin, c'est une âme douce. Eh bien voilà, elle est derrière ses écrans, a commandé son équipe de jeunes gens à appuyer sur la souris pour détruire une position russe à 1, 2, 3, 5 kilomètres. Alors on disait avant la pause, quels moyens si les Américains ne subviennent plus? Effectivement, les moyens européens, ça a été en question aujourd'hui longuement au sommet européen auquel a participé Volodymyr Zelensky, et se pose la question des fameux avoirs gelés russes. Écoutez ce qu'en pense l'ancien Premier ministre Gabriel Attal. J'étais moi-même chef du gouvernement et j'ai défendu la position qui est défendue aujourd'hui. Je considère que depuis, la donne a changé et qu'un certain nombre des arguments qui étaient mobilisés à l'époque ont moins de sens aujourd'hui. Et pour ce qui est de l'argument juridique, on saisit maintenant les intérêts de ces avoirs et on les utilise pour soutenir les Ukrainiens. Et donc vous avez énormément de juristes qui se sont exprimés dans des tribunes, dans des médias, qui actent le fait que nous pouvons aussi saisir les avoirs. On parle de plus de 200 milliards d'euros. Et avant de faire payer les Français, les Européens, faisons payer le Kremlin pour le soutien à l'Ukraine. J'entends les doutes juridiques, les débats de juristes qui existent. Mais à un moment, quand vous avez un incendie, vous ne débattez pas de la législation sur l'extincteur. Vous l'utilisez. Et en l'occurrence, on en est là. Quel est votre avis là-dessus, Bernard-Henri Lévy? Est-ce qu'il faut utiliser? Il a totalement raison. Et d'ailleurs, ça faisait partie des choses très choquantes dans l'altercation, dans la violence faite à Zelensky par Trump. C'est que Trump parlait de faire payer les Ukrainiens, mais pas un instant, il n'a parlé de faire payer les Russes, c'est-à-dire les responsables de cette guerre. Là, vous parlez de la fameuse scène dans le bureau ovale vendredi dernier. Dans le bureau ovale, voilà, où il demande à Zelensky des excuses, où il lui dit qu'il n'a pas de carte, et où il le somme de signer l'accord sur les minerais qui est un accord de mafieux, qui est un accord de voyous. Mais ce qui est très frappant dans la démarche américaine, et frappant et choquant, c'est cette idée donc que pour les dégâts occasionnés par cette guerre, l'Ukraine veut payer, mais pas la Russie. C'est le monde à l'envers. Et il appartient, je crois, aux Européens, c'est là où Gabriel Attal a raison, de remettre les choses à l'endroit, en tout cas moralement. Vous parlez des Russes. Vladimir Poutine a fait une sortie aujourd'hui après l'allocution d'Emmanuel Macron hier, qui demandait à la patrie de se préparer. Et il a fait une allusion, le président russe, à la campagne de Napoléon en Russie. Écoutez Vladimir Poutine. Depuis l'époque de Napoléon, depuis l'invasion de la Russie par Napoléon, certains sont encore impatients. Il y a encore des gens qui veulent revenir à l'époque de Napoléon, oubliant comment cela s'est terminé. Il y a une seconde, j'avais envie de vous demander si ça vous étonnait, mais non, ça vous étonne pas, ce genre de sortie. Non, mais c'est surtout, c'est tellement absurde. Est-ce que pour l'instant, il y a pas d'invasion de la Russie, il y a une invasion de l'Ukraine, il y a une menace d'invasion des pays baltes, il y a une menace d'invasion de la Moldavie ou de la Géorgie. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent, et encore ce matin et ce soir d'ailleurs, chez Laurence Ferrari, l'ancien ministre de la Défense, qui disait mais il y a aucunement cette volonté d'aller envahir des pays d'Europe, les pays baltes, etc. Il devrait écouter plus attentivement ce que dit Poutine, ce qu'il a dit avant l'invasion de l'Ukraine, ce que disent ses proches, ce que dit Alexandre Douguine, par exemple, voilà, ce que disait quelques semaines avant l'invasion, en décembre 2018 ou 19 décembre 2021, il y a eu un ultimatum très clair adressé à tous les pays européens, Union européenne et Angleterre, qui était une menace nucléaire retrouvée, c'était le 18 ou 19 décembre, au cas où l'Ukraine entrerait dans l'OTAN, ou au cas où nous ne cesserions pas d'envisager l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN. Donc la menace a été proférée. Il y a eu de la part à l'époque, vous allez retrouver, c'est peut-être le vice-premier ministre, c'est le président de la Douma, deux
ultimatums très clairs, ultimatums nucléaires. Alors c'est peut-être pas ça les temps qu'ils les ont pas pour envahir un pays européen, certainement pas. Mais les armes nucléaires, ils les ont. Honnêtement, je vois pas qui peut le nier. Donc la menace a été proférée. Le jeu avec le feu, il est quotidien, sans même parler des propagandistes déchaînés de la télévision russe. Donc voilà, je crois que ne pas prendre cette menace au sérieux, pour un Européen, pour un Français, pour un patriote, ce serait irresponsable. Irresponsable. Oui, puis quand on utilise 40% de son budget pour se réarmer, c'est bien pour s'en servir à un moment. Voilà. On est en économie de guerre. Justement, Jean-Claude Dacier. M. Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce que doivent faire, je ne dis pas qu'est-ce que peuvent faire, mais qu'est-ce que doivent faire les Européens face à une situation qui a brutalement évolué? Les Américains, a priori, ne prêteront plus, dans les mois qui viennent, d'armes ou d'éléments de satellites pour le renseignement. Qu'est-ce que doivent faire les Européens? On aide ou on n'aide pas? Ils doivent faire dans l'urgence ce qu'ils auraient dû faire depuis 3 ans avec l'Ukraine et ce qu'ils auraient dû faire depuis 10 ou 15 ans avec eux-mêmes. Parce que le retrait américain, c'est pas nouveau. Il est annoncé depuis Barack Obama. C'est ce grand glissement des États-Unis. D'ailleurs, ils sont en train de partir de la grande base de Rzeszów en Pologne. Bien sûr. Mais les images se datent d'aujourd'hui. Hein. Oui, mais j'y étais. C'est là où j'ai pris l'avion hier pour Varsovie puis pour Paris. Donc j'ai vu cela. J'ai vu le début de ça. Donc le détournement de l'Europe et regarder vers le Pacifique, ça date de Barack Obama. Moi, ça fait 10 ans que je le dis, 15 ans. Personne ne voulait le voir. On avait l'impression que... Mais c'est toujours le problème, si vous voulez, des experts, des diplomates, c'est qu'ils croient que que les choses sont éternelles. Qu'est-ce qu'on fait alors? Écoutez, je ne dis pas toute l'Europe, elle ne sera probablement pas unie ce soir à Bruxelles, mais quelques pays européens qui ont une armée, qui ont des moyens, qu'est-ce qu'ils doivent faire selon vous? Coordonner leurs moyens, coordonner leurs états-majors. Il y a aujourd'hui déjà... Il va y avoir une réunion des états-majors, des 27. Mais il y a déjà un état-major de l'Union européenne qui siège à Bruxelles, qui existe, qui a des pouvoirs très formels, mais qui existe depuis, je crois... J'allais vous dire, c'est plutôt un comité Théodule qu'une réunion d'état-major. Oui, c'est un comité, il y a un comité stratégique, un état-major, une force de réaction rapide, tout ça, ça existe déjà depuis 10 ou 15 ans. Mais évidemment, c'est rien, c'est squelettique. Il faut donner chair à tout ça, et il faut le faire très vite. Au risque de faire la guerre à la Russie? Mais bien sûr que non, pas au risque de faire la guerre, au risque d'être capable de répondre à une Russie qui nous ferait la guerre, à une Russie qui ferait la guerre à un de nos alliés, à une Russie qui mettrait en péril les frontières de l'Europe. Écoutez, Civis pacem parabellum. Si tu veux, la paix prépare la guerre. Face à un discours belliciste d'un voisin déterminé, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on se couche, ou bien on se prépare à relever le défi en espérant que le fait de s'y préparer fait que la chose n'arrivera pas. Vous qui savez presque tout, est-ce que vous croyez à la réalité des liens étroits entre Trump et Poutine? Je ne sais pas. Je sais que, parce que ça a été vraiment documenté, y compris dans le rapport Mueller, d'ailleurs, le fameux rapport qui a abouti à l'idée qu'on ne pouvait pas impeacher Trump, mais il est bourré d'informations. Ça, je vous recommande de le lire. Dans le rapport Mueller qui a été fait après des mois et des mois d'investigation, il y a des éléments extraordinairement troublants sur les liens entre Trump et les oligarques russes, les banques russes, le pouvoir russe. On fait on fait à juste titre un procès à Marine Le Pen depuis des années parce qu'elle a reçu de l'argent des Russes. Enfin, Trump, c'est ça, puissance X. Donc, bien sûr que ces liens existent. Alors, est-ce que ces liens étaient scélérats? Est-ce qu'ils étaient encadrés par la loi? Ça, je n'en sais rien. Mais les liens sont évidemment là. 19h42 sur Europe 1. Le Top Jeu Europe 1. Et vous venez d'entendre le Top Jeu Europe 1. À partir de maintenant, vous pouvez gagner un iPhone 16. Vous avez 15 minutes pour jouer, c'est facile. Vous vous inscrivez dès maintenant au tirage au sort. Vous envoyez le nom de votre radio préférée, Europe 1, par SMS 73921, 3 fois 75 centimes, plus le coût d'un SMS. Bonne chance à tous. Et nous, dans un instant, on revient avec Bernard-Henri Lévy. À tout de suite. 19h44, l'actualité, dans un instant, avec Maël Hassani, et on revient avec Bernard-Henri Lévy. À tout de suite. Europe 1, le
journal permanent. 19h46, Maël Hassani. Le dialogue va reprendre entre les États-Unis et l'Ukraine. L'envoyé spécial de Donald Trump, Steve Witkoff, se dit satisfait des récentes excuses de Volodymyr Zelensky et annonce une rencontre avec des représentants ukrainiens en Arabie Saoudite pour discuter d'un cadre de paix. Le président ukrainien s'est entretenu avec Emmanuel Macron à Bruxelles, où se tient un sommet extraordinaire des 27 pour parler du soutien à l'Ukraine et du réarmement de l'Europe. Le satellite militaire français embarqué à bord d'Ariane 6 correctement placé en orbite autour de la Terre ce soir. Premier vol commercial réussi pour la fusée européenne nouvelle génération, un grand pas pour la souveraineté spatiale européenne. Le lanceur a décollé de la base spatiale de Kourou en Guyane après plusieurs reports ces derniers mois. Visé par une OQTF, expulsé vers l'Algérie puis renvoyé vers la France, l'influenceur algérien Doualem, condamné aujourd'hui à 5 mois de prison avec sursis pour provocation non suivie des faits à commettre un crime ou un délit. Cet homme de 59 ans avait appelé à commettre des violences contre un opposant au régime d'Alger sur ses réseaux sociaux. Je pars avec une très grande sérénité. Les mots de Martine Aubry ce matin, au moment d'annoncer sa démission de la mairie de Lille, 24 ans après son élection. Cette figure du Parti Socialiste, aujourd'hui âgée de 74 ans, assure qu'elle ne prend pas sa retraite politique pour autant. Et puis c'est la mi-temps en Roumanie. L'Olympique lyonnais mène 1-0 contre le Steaua Bucarest, 8e de finale aller de Ligue Europa de football. Merci Maël, à tout à l'heure 20h pour votre journal. Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Toujours avec Bernard-Henri Lévy pour évoquer la situation en Ukraine puisqu'il en revient. On parlait de cet échange musclé entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. C'était dans le bureau ovale et c'était vendredi dernier. Pendant une guerre, tout le monde a des problèmes. Même vous. Vous avez de bons océans, vous ne le sentez pas maintenant, mais vous le sentirez dans le futur. Dieu préserve. Non. Dieu Vous ne savez pas. Ne nous dites pas comment on se sentira. On essaie de résoudre un problème parce que vous n'êtes pas en mesure de dicter cela. Vous n'êtes pas en mesure de dicter comment on se sentira. On se sentira très bien. On se sentira très bien et très fort. Vous n'êtes pas en ce moment dans une très bonne position. Vous êtes autorisé à être dans cette mauvaise position. Vous n'êtes pas dans une bonne position. Vous n'avez pas les cartes en main maintenant. Avec nous, vous aurez les cartes, mais maintenant, vous ne les avez pas. Vous jouez les cartes, vous pariez sur des millions de vies de personnes. Vous pariez sur une 3e guerre mondiale. Voilà, une situation inédite dans l'histoire contemporaine que vous, Bernard-Henri Lévy, vous avez vu sur les écrans de télévision dans ce CPCO, dans ce poste de contrôle avec les Ukrainiens, on imagine, totalement effarés. Et je rajoute à ça, puisque vous allez nous en parler, vous étiez avec Zelensky le jour d'avant et il hésitait à y aller. Oui, j'étais avec lui la veille de son départ. Et en effet, il sentait que le climat, non, pas qu'il y avait un piège, mais il sentait que cette antipathie, probablement de la part de Trump, qu'il avait déjà rencontré à Paris au moment de la réouverture de Notre-Dame avec le président Macron. Et je le connais un tout petit peu, Zelensky, et donc je sais ça. Il sentait bien qu'il n'était pas en terrain amical. C'est la raison pour laquelle je le raconte en effet dans Match. Il se tâte, il ne sait pas s'il va prendre l'avion ou pas. Qu'est-ce qu'il décide à y aller ? Ce qu'il décide à y aller, c'est qu'il veut la paix, quoi. C'est tout simplement, c'est que le peuple ukrainien n'en peut plus. Ces dizaines de milliers de morts, ces amputés, ces mutilés, ces suppliciés, ces villes dans le noir, il n'en peut plus. Donc c'est vrai qu'il est prêt à tout tenter. Il est résigné d'une certaine manière. Non, il n'est pas résigné, il est combattant. Mais il joue pas. S'il dit je vais signer sur les minerais, puis finalement il dit je vais une des phrases les plus ignobles de ce qu'on vient d'entendre, c'était vous n'avez pas les cartes de la part de Trump, vous n'avez pas les cartes en main. Et Zelensky a une réponse magnifique. Il dit moi je ne joue pas aux cartes. Vous jouez peut-être aux cartes, vous, président Trump, mais moi je joue pas aux cartes. Moi je ne. Dans le flux des mots, on l'entend pas bien, mais en effet. Pas bien, mais c'est ça qu'il dit. Et ça, c'est comme quand Biden lui avait dit je vous propose un taxi et qu'il dit j'ai besoin de fusil. Il a cette capacité. Quand vous êtes avec les Ukrainiens et ils voient ça, qu'est-ce qui se passe ? Ils sont effondrés. Ils sont stupéfaits. Il y a qui alors ? Dans l'état-major ? Pas l'état-major. Non, c'est des hommes simples des hommes, c'est pas des gradés. C'est des soldats, soldats normaux qui étaient au front 2 heures plus tôt, qui y seront quelques heures plus tard. Et là, ils vous disent quoi ? On est ensemble dans un bouquet. Mais d'abord, ils disent rien. Il y a un silence de mort. Il y a des larmes qui montent aux yeux.
ils se sentent abandonnés comme jamais. Ils sont là, dans cet endroit, sous les bombes, sous les missiles, sous les drones, dans un bunker. Ils ont leur principal allié qui reçoit leur président, dont ils sont fiers, leur président. Et ils voient cette séquence, ils n'y croient pas. Ils sont effondrés. Et puis ils sont fiers aussi de la réaction de leur président. Le fait que ce petit grand homme, ou ce grand homme mais de petite taille, tienne le choc face à ces deux molosses politiques, face à ces deux hommes qui se conduisent comme des mafieux. Franchement, on est dans les affaires. Comme je pense que dans sa carrière de promoteur immobilier dans le Queens, Trump devait parler comme ça. Mais là, il parle à un chef d'État d'un pays en guerre, martyr, qui défend nos valeurs, qui croit peut-être davantage que beaucoup d'Américains au credo américain, l'American Creed, les grandes valeurs américaines, Zelensky y croit. Et les hommes avec qui je suis à cet instant-là, au début de ce reportage, ils y croient. C'est des Américains et des Européens, des Occidentaux dans l'âme. Ils défendent l'Occident. Ils sont pas dans les délires poutiniens, machin, slaves, etc. Ils défendent les valeurs occidentales. C'est ça la vérité. C'est justement face aux promoteurs immobiliers Donald Trump, face aux provocations de Vladimir Poutine. Est-ce que vous pensez que Emmanuel Macron, hier soir, a eu raison de remettre une pièce dans la machine et de céder un petit peu aussi à l'escalade verbale en provoquant Vladimir Poutine? Est-ce qu'il faut montrer les muscles, finalement, face à Donald Trump et Vladimir Poutine? Ou est-ce qu'il faut accepter que l'Europe serve de partenaire de négociation et qu'ils disent on va réussir à mettre tout le monde autour de la table pour faire qu'en sorte que les négociations se fassent aussi avec nous et non pas en Arabie Saoudite à 5000 km, ce qui est, excusez-moi, un petit peu dramatique pour l'Europe. Oui, ben voilà. Mais moi, comme Européen et comme Français, j'ai pas envie que mon pays serve de je sais pas ce que vous voulez, de point de passage ou de paillasson à des dictateurs dopés à la testostérone. J'ai pas envie de ça. Est-ce que c'est pas de les mettre autour de la table ensemble? Mais il faut les mettre autour de la table ensemble. Mais pour l'instant, pour reprendre votre expression, il faut montrer les muscles. Enfin, quand vous êtes provoqué, enfin, imaginez tout de même ce que l'on entend depuis 3 ans de la part de Poutine. Regardez ce qu'on entend tous les soirs à la télévision russe sur la France, sur votre pays, sur notre pays, la manière dont nous sommes quotidiennement offensés par la propagande russe. Il y a un moment quand même, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas d'hier soir. Il y a un moment où en effet, il faut montrer, sinon ses muscles, du moins qu'on est encore quelqu'un, quoi, qu'on a une âme, qu'on a. Alors la question la plus difficile. Comment on fait pour bâtir un accord qui pourrait être un accord de paix? Parlons simplement peut-être d'une trêve de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Mais sur quoi vous le faites? Comment vous le fabriquez, votre accord de paix? Vous, Bernard-Henri Lévy, qui connaissez assez bien les problèmes et les questions qui se posent là-bas. Comment on fait? Qu'est-ce qu'abandonne la Russie? Je crois qu'on a fait la question. Non, mais d'abord, comment on fait un accord de paix? On commence par nommer les choses par leur nom, c'est-à-dire l'agresseur et l'agresseur et l'agressé et l'agressé. Première chose. On commence pas par dire à Zelensky, vous êtes responsable de la guerre. Ça, c'est la première question. Deuxième question, si on fait un compromis, on demande des concessions à tout le monde. Y compris aux Ukrainiens. Attendez, pour l'instant, on en demande. Pour l'instant, on en demande qu'aux Ukrainiens. On en demande qu'aux Ukrainiens. Ouais. Dans le plan de paix proposé par les Américains, je n'ai pas entendu une demande de concession adressée aux Russes. Mais qu'est-ce qu'elle pourrait être, cette concession? De rendre la Crimée? Se retirer sur les frontières S'ils se considèrent comme vainqueurs de la guerre, je ne sais pas si selon vous ils le sont ou non d'ailleurs. Bien sûr qu'ils ne sont pas vainqueurs. Moi, cette guerre, je l'ai couverte depuis 3 ans. J'ai réalisé 3 films, j'ai réalisé 7 ou 8 reportages pour Paris Match. Donc je crois que je connais un peu, autant qu'il est possible, ce front. Les Ukrainiens n'ont pas perdu la guerre. Pour reprendre le vocabulaire de Trump, les Ukrainiens sont des winners, c'est pas des losers. Les Russes avancent. Moi, j'étais à Bakhmout pendant aller-retour pendant des mois, la fameuse ville de Bakhmout où il y a eu des combats terribles. Les Russes n'avançaient pas. Là aujourd'hui, est-ce qu'ils avancent encore, les Russes, aujourd'hui? À Pokrovsk, ils reculent. À Toretsk, où j'étais également, ils reculent un peu. C'est pas non plus, le front ne bouge pas de kilomètres, mais en tout cas les Russes ne sont pas en train de gagner cette guerre. Et cette guerre, on ne sait pas encore si elle va s'arrêter. Voilà. On a l'impression que le monde entier a décidé qu'elle s'arrêterait là, maintenant, dans les semaines qui viennent.
Mais en réalité, on ne sait pas du tout, Bernard-Henri Lévy. D'abord, le monde entier, je ne sais pas les Ukrainiens, pas comme ça, pas tout de suite, pas n'importe comment. Pas n'importe comment, ça a été ma première question. Et pas les femmes et les hommes libres du monde. Ils n'ont pas envie que cette guerre s'arrête aux conditions imposées par Poutine et par la dictature poutinienne. Merci de votre présence, Bernard-Henri Lévy, au lendemain de votre retour de cette région du monde, toujours en guerre, et on le pleure tous, malheureusement. Article à lire dans Paris Match. Dans un instant, le journal de 20h, et juste après, on parle réindustrialisation avec le député EPR des Yvelines, Charles Rodwell. À tout de suite sur Europe 1.